Si je vous dis Seconde Guerre mondiale, vous vous dites sans doute que le Valais en a été épargné. C'est vrai, mais en partie seulement, car des Valaisans ont été mobilisés pour protéger les frontières helvètes. Ce soir, ils témoignent dans Autrefois le Valais, images inédites à la clé, un document exceptionnel. Regardez plutôt. Alors, je suis donc Paul Bila, né le 20 avril 1924. Dans le service militaire, j'étais canonnier. Je m'appelle d'ailleurs Paul. Je suis né le 23 juillet 1916. J'aurai 100 ans le 23 juillet prochain. Alors, Hervin ou Hervin Ouillet, 1923, 10 février 1923, retraité de la police cantonale. Je m'appelle Henri Bérard, je suis né à Bramois en 1924. J'ai fait mon collège à Sion. Ensuite, après ma maturité, j'ai fait l'école de recrues. Et puis quelques mois de mobilisation dans la région de Bâle. J'étais capitaine quand la mobilisation a été déclarée. Et je me souviens très bien que le futur général, Guizon, a prêté serment devant le palais fédéral, devant le Conseil fédéral. Il a prêté serment, juré que par tous les moyens, il défendrait les intérêts de la Suisse. J'ai fait l'école de recrues comme mitrailleur à Genève. Et puis ensuite, un mois au Lac Noir, du 3 juillet à la fin octobre 1944. Eh bien, le premier jour de mobilisation, eh bien oui, et il a fallu réunir tous mes effets de capitaine, pistolets, sabre, salle, et puis la selle de cheval, et tout ce que vous voulez. Eh bien, le dernier jour de l'école de recrues, on nous a donné un ordre de marche, par écrit, pour rejoindre notre unité, après une semaine de congé quand même. J'étais mobilisé à Sion. Par exemple, dans le canton du Valais, nous avons la brigade de montagne 10, qui ne dépendait pas de la première division. La première division englobait toute la Suisse romande. J'ai tout d'abord commencé comme ça, mais après, j'ai été versé tout de suite dans ce qu'on appelle le Spezialdienst, service spécial. Ça fait mal aux oreilles si on parle de ça, mais cela veut dire le service de contre-espionnage. J'ai été mobilisé dans la région de Lucerne. Je me suis rendu en train, évidemment. Et ensuite, au bout de quelques jours, nous sommes partis en manœuvre, qui nous ont conduits à Bâle. Donc on a fait ça à pied, tout en manœuvrant. Et ensuite, on est resté un mois et demi dans la région de Bâle. J'étais dans l'infanterie, donc j'étais mitrailleur dans l'infanterie. Je me souviens qu'un jour, les douaniers d'Arola ont amené au poste de police de Sion un individu qui avait passé la frontière au pied de Mont-Colomb. Et il avait un rendez-vous avec un de ses complices, mais ils se sont loupés. Donc ils n'ont pas pu se rencontrer. Alors bon,
Moi, je le vois au poste de Sion, par exemple, et je me suis dit, tiens, ça c'est un individu qui pourrait nous intéresser. Je remonte à ça au mois de janvier 1940, pendant la drôle de guerre, pendant que les Français pavoisaient sur la ligne Maginot et tout ce que vous voulez, et pendant que la Finlande tenait tête encore à la Russie. Donc c'était la drôle de guerre. Eh bien, ce bonhomme-là m'a paru très intéressant. Il a dit, les Français, au point de vue militaire, ne valent pas grand-chose. Ils sont convaincus que la ligne Maginot va de Bâle jusqu'à la mer du Nord. Alors c'est tout faux. La ligne Maginot ne va que jusqu'à la frontière sud de la Belgique. Et puis eux ont beau chanter la ligne Maginot, mais ils ont leurs canons dirigés contre l'Allemagne et tout ce que vous voulez, et nous ne nous occupons pas de ça, nous passerons par-dessus. Et nous irons les conquérir, et ce serait la guerre éclair. Nous allons la gagner, la guerre. Le lendemain, la douane l'a conduit à Brigue avec une amende et expédié en Italie. Parce que les douaniers, eux, s'occupent avant tout du trafic matériel. Savoir si les gens apportent des cigarettes et des cigares et tout ce que vous voulez, mais ne s'occupent pas assez justement du service des renseignements. Donc j'ai rencontré le général Guisan, je l'ai vu, mais pas proche au point de pouvoir lui serrer la main. Mais de temps en temps, on avait ces messages dans l'unité. Messages qui étaient lus le soir à l'appel, qui nous encourageaient, nous stimulaient, nous demandaient le respect des personnes, le respect des femmes. Eh bien d'abord, on avait des manœuvres. Ensuite, on montait la garde, jour et nuit, à tour de rôle, ça nous occupait pas mal. Et voilà, on passait un peu notre temps comme ça. Mais il y avait tous les jours des exercices pour nous maintenir en forme. Du reste, notre forme était assez bonne parce que l'école de recrues est une école qui met en forme physique assez remarquable. Du côté d'Épinasset, on doit tirer, je pense, du côté sous les dents de Morcle, par là. Le chargeur, c'est ceux qui préparaient les charges. Il s'est trompé, c'était un type de fusil très consciencieux, mais il devait mettre une charge 6, et puis il a mis qu'une charge 5, quelque chose comme ça. Alors, le but, au lieu d'aller en direction du creux de Zéman, par là, il a passé par-dessus, il a survolé un poulailler de fuyers. Il se rappelle, j'en ai parlé il y a quelques jours à un fuyé qui est venu me voir là. Ben, on était entre pour Saint-Pierre. On a dû creuser un trou, puis on a des tentes, et puis on a longé là-dedans. Mais on était 10 jours en haut, on n'avait pas d'eau, rien du tout, pas de toilette, pas d'eau propre. On avait d'abord la gamelle avec la soupe avant. On entendait ici passer les avions anglais qui allaient bombarder la région de Milan. Un de ces bombardiers, du reste, est tombé sur la plage de Thion. Je me souviens plus bien quand c'était, mais enfin, c'était pendant la guerre. Un des souvenirs assez durs, c'est cette marche de Lucerne en direction de Bâle. Même les mulets avaient les jambes raides. Disons, il n'y a pas eu d'événement tout à fait extraordinaire. Vous savez, la vie était assez calme, même mobilisée. On ne peut pas dire qu'on avait peur ou que... Disons que c'était une épreuve physique,
Et puis pour certains, quand même, une épreuve morale aussi. Et je dois dire que dans la guerre 39-45, on avait mis au point la caisse de compensation, ce qui n'existait pas dans la Première Guerre. Et cette caisse de compensation a une grande influence sur le moral, parce que ça donnait quand même une certaine sécurité matérielle. Évidemment, comme c'était compensation, les étudiants qui ne gagnaient rien ne touchaient rien. Mais enfin, les pères de famille, par exemple, les célibataires qui avaient une fonction, touchaient quand même une partie de leur salaire. Ça fait beaucoup. Il y avait un petit bled, il n'y avait pas un magasin, pas un bistrot. Mais au bled principal, un peu en dessous, il y avait un magasin, mais il y avait un camp de prisonniers allemands. Alors, ils ne voulaient pas. J'avais peur que ça gagne entre des Valaisans qui avaient bu un verre et ces prisonniers allemands. Alors, il y a juste un ou deux qui ont été autorisés à venir à ce patelin, là, où il y avait l'épicerie. On ne savait pas quoi faire dans ce petit bled. Alors, on est rentré chez une paysanne, là. La femme préparait des tartes aux pommes, des tranches de tartes aux pommes. On vendait ça 50 centimes. Mais ils n'avaient pas de vin. Alors là-bas, c'est que le petit, l'eau de vie de pomme. Alors on était un groupe de 8, là. 1 litre de gouttes, là, dans les verres à vin, puisqu'ils n'avaient pas des petits verres. Quand ça arrivait l'heure de l'appel, c'était un peu branlant. Mais heureusement, le premier lieutenant qui avait l'appel, c'était Marius Coudray de Sion, distillerie Coudray à Sion. Alors, il avait l'habitude, lui, des gens qui avaient bu un verre. C'est lui qui a fait l'appel. Disons que on ne peut pas dire qu'on a souffert de la faim, c'est déjà pas mal. L'écart de rationnement était un peu suffisant. Mais je dois dire que vivant à la campagne, le problème était un peu faussé, parce qu'à la campagne, on avait quand même pas mal de ressources. Par exemple, dans ma famille, on a cultivé pas mal de céréales, parce qu'on avait défriché des marais juste avant la guerre, ce qui veut dire que nous n'avons jamais eu de carte de pain. On devait livrer le grain, qui était très observé, mais par conséquent, on pouvait prendre le pain. Peut-être une chose, une fois qu'on était couché là, vers Colombey en bas, là, on nous apportait du pain. Le lunch, là, comme on dit, et puis on a trouvé du pain qui était moisi. Alors le pain qui était moisi, alors on n'a rien d'autre à manger, on a quand même mangé, mais après il y avait la moitié qui était malade. Eh bien, la chance qu'on avait dans l'artillerie motorisée, c'est que le camion de cuisine suivait. On avait toujours la cuisine qui suivait. C'était des soldats fribourgeois qui faisaient la tambouille, quoi. Mais ça allait bien. Un jour, une jeunette d'un village de montagne du Valais a écrit au général Guisan en lui disant que son papa est mobilisé, mais aussi le mulet de la famille. Alors elle ne demande rien pour le papa, mais elle demande que le mulet soit démobilisé parce que le travail de la campagne sans le mulet est très dur. Eh bien, le général a donné l'ordre de lui envoyer son mulet. Je trouve que c'est quand même une marque d'humanité. Et du reste, les messages que le général Guisan envoyait aux unités étaient empreints d'une profonde humanité.
Alors dans ce brassage d'hommes, je garde quand même le souvenir d'avoir vécu ce grand moment d'humanité.